Ceux qui étaient contre le système étaient persécutés. Les personnes qui ont vécu sous un régime communiste, comment était-ce vraiment ? Je viens de la Slovaquie, j'avais 8 ans quand la pseudo-révolution a pris place. Mes parents, eux, ils sont nés dans le communisme pendant que mes grands-parents avaient la vingtaine quand ça a commencé. C'était mieux dans quelques aspects et pire dans d'autres. Ce qui était meilleur, on avait une vie assez décente, il n'avait pas de chômage, la santé et l'éducation étaient gratuites, et n'étaient pas pires que ce qu'elles sont aujourd'hui. Faire partie de la classe ouvrière ne voulait pas dire que tu survis à peine avec ton salaire comme c'est le cas maintenant. La différence entre la classe riche et nous n'était pas si différente que ça. Ce qui était pire, ceux qui étaient contre le système étaient persécutés. Et à cause du fait que les ressources soient limitées, il y avait souvent des longues files pour acheter du pain, des fruits exotiques, de la technologie, etc. Et ce n'était pas sûr qu'il y en ait assez pour tout le monde. Personnellement, dans ma famille et dans notre entourage, personne crevait de faim alors qu'on appartenait à la classe ouvrière. Voyager vers l'Ouest était extrêmement difficile, et ce n'était carrément pas accessible aux personnes comme mes parents. Il fallait avoir des connexions dans le gouvernement. Et oui, il y avait pas mal de corruption dans ce gouvernement. Je suis née en 93, du coup je n'ai pas vraiment vécu sous un régime communiste, mais le reste de ma famille ici, en Roumanie. Ils m'ont raconté beaucoup de leurs histoires à l'époque communiste. Voici quelques-unes qui pourront vous aider à imaginer la Roumanie à cette période. La Roumanie a combattu la Russie de 1940 jusqu'à 1944 et puis les Allemands de 1944 à 1945. L'histoire des 4 premières années de la guerre était ignorée dans les écoles et ce n'était pas quelque chose dont on parlait si on avait été un soldat à cette époque. Mon grand-père est entré à l'université dans les années 50 quand la Russie a décidé de libérer les derniers prisonniers de guerre. Son université a fait adopter une loi qui interdisait à tous les étudiants dont le père avait combattu les Russes de revenir dans les cours. Avec le début du communisme est aussi venue la collectivisation. Les propriétaires devaient céder leurs terres au gouvernement. Ceux qui ne le faisaient pas étaient battus et jetés en prison jusqu'à ce qu'ils le fassent. Un de mes arrière-grands-pères n'a pas signé pendant quelques années jusqu'à ce qu'on lui dise que ses enfants ne pourront plus aller à l'école s'ils ne cèdent pas. Rejoindre le Parti communiste vous rendait la vie tellement plus simple. Si vous n'aviez aucune compétence, vous pouviez rejoindre le parti et gagner pas mal d'argent en faisant de la propagande et des travaux pour le parti. Je me rappelle que mon grand-père était fier du fait d'avoir décroché une position de cadre dans l'entreprise où il travaillait sans avoir rejoint le parti. Il avait réussi en étant bon dans ce qu'il faisait. Mes parents ont eu leur diplôme universitaire en 89 et à leur époque vous étiez quasiment obligé de rejoindre le Parti communiste si tu voulais avoir un job ou un appartement décent. L'école était gratuite et l'entrée à l'université se faisait au mérite. Une fois terminé, le parti vous donnait un emploi. Ma famille m'a dit que les années 70 étaient les meilleures. On pouvait trouver toute la nourriture et type de vêtements que tu voulais dans les magasins sans trop de difficultés. Les années 80 c'était l'opposé, il est devenu très important d'avoir des connexions. On devait connaître quelqu'un dans le business si tu voulais quelque chose. Tu veux une nouvelle paire de jeans ? Il vaut mieux que tu sois pote avec le magasinier. Quand les livraisons arrivaient dans les magasins, les magasiniers gardaient les meilleures choses pour les distribuer à leur famille ou amis. Ce qui restait était vendu au public. Du coup, il n'y avait pas grand-chose à acheter si vous n'aviez pas de connexion. C'était pareil pour la nourriture. Ma famille avait de la chance d'avoir des membres qui travaillaient dans les fermes et pouvaient nous vendre de la viande et des choses dans le genre. Par contre, d'autres n'avaient pas la même chance. Certains survivaient avec du thé et du pain. Les crimes violents n'existaient pas vraiment. Mais je pense plutôt que c'était parce que le gouvernement ne le déclarait pas, et puis il y avait des punitions très graves données aux criminels. En tout cas, ça nous donnait un sentiment de sécurité que je n'ai plus jamais ressenti, et je vis au Canada. Ma grand-mère m'a dit que quand elle était petite, elle pouvait se balader toute seule un peu partout dans la ville, même la nuit sans avoir peur. Ce n'est plus le cas maintenant. Je ne pense pas qu'il ait eu une grande différence entre les genres concernant le travail. J'ai un pote en Ukraine dont la grand-mère travaillait en tant que grutier dans les années 50. Imaginez ça. Le gouvernement définitivement était paranoïaque. Si quelqu'un racontait à la police que vous aviez dit quelque chose contre le gouvernement ou son leader, vous alliez en prison.
Quand ma mère était en CM1, le directeur de son école l'a appelée pour lui parler de la sœur d'une de ses amies qui vivait dans le côte ouest de l'Allemagne. Parfois ma mère disait à mon grand-père qu'elle aimerait voyager et visiter d'autres pays et mon grand-père lui disait de se taire avant que quelqu'un l'entende. Ma grand-mère était une serveuse dans un des meilleurs restaurants de notre ville. Un endroit réservé aux politiciens qui emmenaient souvent dîner des politiciens étrangers quand ils venaient en visite. Avant ces dîners, le parti cachait des enregistreurs un peu partout dans la salle, sous les tables, dans les murs, aux toilettes, etc. Et la police écoutait la conversation au cas où. Ma mère a grandi dans la Hongrie communiste. Elle m'a dit que quand elle était petite, les rideaux couvraient toujours les fenêtres et ma grand-mère lui disait qu'elle n'avait pas le droit de regarder dehors. Une fois, elle a regardé et elle a vu un tank de guerre juste devant chez elle. C'était pendant la révolution de 1956. Elle m'a raconté que quand elle était petite, elle ne savait pas vraiment ce que le communisme était, ni à quel point la vie de ses parents était dure sous le régime. J'ai eu plusieurs membres de ma famille de la génération de ma grand-mère qui ont été envoyés dans des champs de travail en Russie. Parmi eux, mon grand-père après la Seconde Guerre mondiale ou ma grande-tante juste parce qu'il avait des quotas de personnes par village et ils avaient besoin d'esclaves pour travailler en Russie. On peut voir sa photo dans la maison de la terreur à Budapest. Ma mère m'a aussi raconté que chez elle, ils ne mangeaient pas certains types de nourriture parce que mon grand-père avait été forcé de manger des choux et des harengs pendant plus de 6 mois tous les jours. Il disait qu'en hiver, ils avaient été obligés de créer des couvertures avec des sacs en papier parce qu'ils n'avaient pas assez de vêtements. C'était un homme fort et il a survécu. D'autres n'ont pas eu cette chance. Ah oui, autre chose, on ne pouvait pas aller à l'université pour étudier certains sujets, sauf si vous appartenez à la bonne classe sociale. Ma mère avait toujours aimé l'histoire mais son père était magasinier, du coup elle ne pouvait pas choisir ça comme étude supérieure. Elle a fini par devenir prof de maths parce que les domaines plus techniques étaient moins compétitifs. Sortir du pays était extrêmement difficile. Dans les années 60, ma grand-mère, qui avait un frère aux États-Unis, avait été invitée à venir le visiter, et après beaucoup d'étapes, elle a fini par aller voir un mec dans un bureau qui connaissait absolument tout sur sa vie. En fait, il l'espionnait depuis un moment, lisait ses courriers, etc., parce que son frère habitait aux US. Ma grand-mère n'a jamais compris la tradition américaine d'inviter tes voisins chez toi parce que c'était trop dangereux de le faire en Hongrie. Finalement, vu qu'elle est allée toute seule et que son mari et enfants restaient en Hongrie, on lui a donné un passeport. Des années plus tard, ma mère a fini par partir vivre aux États-Unis. Elle avait la vingtaine et pouvait voyager une fois par an vers l'Est et une fois tous les 5 ans dans l'Ouest. Elle est partie et n'est plus revenue, c'était dans les années 80. Mon grand-père est né dans l'Ukraine communiste. Il est né en 1924 et à l'âge de 9 ans, ses parents sont morts à cause de la famine. Il me disait que son frère et lui, ils vivaient dans une espèce de boîte métallique à côté d'une route et qu'ils volaient de la nourriture dans les bases des soldats de l'Union soviétique pendant la nuit. Une fois, ils ont été chopés et arrêtés mais les militaires les ont laissés partir au bout d'une semaine. Il a dit qu'il avait mieux mangé pendant cette semaine que pendant les 2 dernières années. Ils ont décidé de s'échapper vers l'Allemagne en 1933 et ont rejoint la jeunesse hitlérienne parce qu'ils avaient entendu dire que le gouvernement prenait bien soin de leurs soldats et leur apprenait à se battre. Ils ont réussi à s'échapper mais n'ont pas été acceptés à l'armée. Ils ont fini par trouver un job qui consistait à transporter de la nourriture des fermes vers la ville. C'est comme ça qu'il a connu la fille d'un docteur américain qui faisait ses études en Allemagne et qu'il a appris à parler anglais. En 1937, le docteur est reparti aux États-Unis et vu que mon grand-père avait une relation avec sa fille, il a décidé de l'aider et lui a payé un ticket de bateau qui l'a ramené là-bas. Il a fini par rejoindre l'armée de l'oncle Sam et par ce moyen a obtenu la nationalité américaine. Il m'a aussi dit que quand il vivait en Ukraine, il habitait dans un petit appart dans le style communiste et quand ses parents sont morts, ils sont allés à la police pour leur dire et personne n'est allé chercher les cadavres. Du coup, mon grand-père et son frère ont dû eux-mêmes déplacer les corps et les enterrer dans un jardin près de chez eux. J'ai grandi en Roumanie pendant l'ère communiste. C'est incroyable comment les gens vivaient sous la terreur et se soumettaient de cette façon aux ordres du gouvernement. Voici ce dont je me rappelle. La famine, des queues énormes pour acheter de la nourriture. La nourriture était livrée au magasin avec des quantités limitées, du coup il fallait faire la queue pour acheter les choses.
Me lever à 6 heures du matin avec toute la famille pour aller faire la queue, chacun dans une queue différente, comme ça on avait moins de chances de rentrer les mains vides. Les gens essayaient souvent de faire de la contrebande de produits alimentaires et surtout de la viande de porc. La pauvreté, l'électricité et le chauffage étaient limités, surtout en ville. Je me rappelle d'étudier, en 1988, dans un appartement froid avec la lumière d'une chandelle. On n'avait de l'électricité que pendant 2 heures. Et si tu voulais acheter des snacks à grignoter, t'avais un seul choix, des chips aux crevettes vietnamiens. Le lavage de cerveau, la télé ne marchait que pendant les 2 heures qu'on avait de l'électricité. Et pendant ces 2 heures, il n'y avait que de la propagande du gouvernement et puis des petits bouts de films de 15 minutes. Comme ça, en une semaine, on pouvait voir le film en entier. Il y avait aussi parfois des petits documentaires qui montraient les sans-abri et le problème de la drogue aux États-Unis. Je me rappelle de la peur constante d'exprimer ses idées. Si tu parlais d'un sujet sensible avec la mauvaise personne, d'un coup t'arrêtais d'avoir des promotions au travail, ton loyer devenait plus cher, etc. Parfois certaines personnes disparaissaient. Tout le monde volait. Leur manière de penser était, s'ils font semblant de nous donner une vie, nous on va faire semblant de travailler pour eux. Si tu ne volais pas, t'étais stupide. Seuls les gens stupides travaillaient. Il y avait aussi le travail forcé. Parfois les soldats ou des étudiants étaient obligés d'arrêter leurs activités et étaient envoyés dans les champs pour travailler gratuitement. Ils appelaient ça le travail patriotique, sauf que ce n'était pas du tout volontaire. Je me souviens d'un jour d'été quand j'étais à l'école, c'était le 23 août, pendant une fête nationale, on nous avait fait rester debout, sans bouger, sous le soleil brûlant, sans eau, dans un uniforme, pendant des heures parce que le président venait peut-être visiter notre ville. Il n'est pas venu. On était à peu près 200, certains sont tombés dans les pommes à cause de la chaleur. Le côté positif, c'est que pendant toutes ces années en Roumanie, j'ai appris à donner de la valeur à mes droits et à ma dignité. Je ferai tout pour ne plus jamais revenir à un régime communiste. Plus jamais. Vénézuélien ici. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Beaucoup de propagande politique. Les personnes appartenant à des classes sociales plus basses détestent celles qui ont un peu plus d'argent. Chavez a propagé l'idéologie selon laquelle avoir de l'argent c'est mal, avoir sa propre entreprise c'est mal, avoir du succès dans le sens où t'aurais des gens qui travaillent pour toi c'est mal. C'est capitaliste, c'est bourgeois, oligarchie, ce qui est bien c'est travailler pour l'État. Un bon SMIC à la fin du mois. D'avoir une mission. Tout contrôlé par le gouvernement. Tout est régulé. Est-ce que vous voteriez pour un président qui fait des lois pour définir le prix des choses ? Imaginez que vous ne pouvez pas acheter quelque chose, et là il fait une loi qui dit que maintenant tel produit coûte X, et puis soudain vous pouvez vous le permettre ? Un poulet coûte X, le pain coûte X et pas un centime de plus. Merveilleux. Un président qui pense à son peuple et aux intérêts des citoyens. Pas comme l'opposition, qui est blanche et vient de familles de millionnaires, qui a de l'argent et qui ne sait pas ce que nous envie. Mon père a vécu en Pologne pendant le communisme. Il m'a dit que tout le monde avait un travail, sans exception. Qu'il y avait des listes d'attente pour avoir une voiture et qu'il fallait faire la queue à chaque fois que tu voulais acheter un produit dans un magasin et fallait être sûr qu'il était disponible. Il m'a dit que ce n'était pas si mal que ça, que mon grand-père travaillait dans une mine et qu'il a pris sa retraite assez tôt avec une bonne pension payée par l'État. Les vacances étaient gratuites, même si ma famille n'en a jamais profité. À certains endroits, votre employeur vous donnait une maison proche de votre lieu de travail. En regardant en arrière, il dit qu'il comprend pourquoi le système n'a pas fonctionné. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo.